Le podcast aujourd'hui est rendu possible grâce à nos amis de Best Buy qui nous fournissent tout l'équipement audiovisuel, micro, caméra, écran d'ordinateur, tout ça pour faire les podcasts de la commission athlétique. Alors un gros merci à nos amis de Best Buy. Bon podcast tout le monde. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. Épisode numéro 7 des compteurs après quelques semaines de pause. Agenda oblige. On est de retour. Sacha Gavami, salut. Yeah, salut Max, salut Alex Banton, salut. Bonjour. On arrive dans le mois de novembre où l'actualité sportive est beaucoup business, on dirait, parce que tu sais, les saisons ont pris leur envol. Là, on est dans l'analytique. Il y a des saisons qui ont terminé, il y a des championnats qui se sont gagnés. On a plein de choses au programme aujourd'hui. Sujet principal, tantôt, on va se parler de la NCAA, du changement de réglementation depuis qu'on peut venir piger dans l'hockey junior. Qu'est-ce que ça donne? On va y venir tantôt. Mais il y a des affaires sur la planche à dessin ce matin, notamment la NWSL, National Women's Soccer League, qui est en forte progression. Pour vrai, là, c'est impressionnant ce qui se passe. Oui, je trouvais ça intéressant de lire un peu plus sur cette ligue-là, que moi, honnêtement, je suivais, mais à distance. Ouais. Et tu sais, c'était les championnats, je pense, hier, je pense, ou dimanche, en fait, quand ils ont eu le match final. Puis c'est fou comment cette ligue-là a pris de l'ampleur, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, puis je lisais là-dessus, c'était les gens qui se sont mis investisseurs dans ces équipes-là. Tu sais, on est parti d'une franchise qui... je pense que c'était 2 millions. Première franchise, 2 millions de dollars. 2 millions le frais d'expansion. 2 milliards, 2 millions de dollars. 2 millions, Je trouvais ça vraiment, vraiment cher. Puis là, il y en a une qui s'est vendue pour dans les 9 chiffres, là, tu sais, d'être comme... C'est incroyable. Quelque chose de vraiment élevé, là. 250 millions. 250 millions. 250 millions. Il y a Sheryl Sandberg aussi, là, l'ancienne CEO de Facebook qui est là-dedans. Il y a des fonds d'investissement. Puis c'est ça. Puis c'est quand tu as vu... Tu sais, je me rappelle quand Patrick Mahomes venait de signer son gros contrat, lui et sa conjointe Brittany avaient investi dans l'équipe à Kansas City. Il avait même monté le premier stade uniquement dédié au soccer féminin professionnel. Et quand on parle de CEO de Facebook, quand on parle d'autres gens avec pas juste des gens connus, mais des gens avec des poches profondes, avec des ressources quand même très, très, très présentes, ben, c'est que ça crédibilise beaucoup la Ligue. Puis, je sais que c'est pas une science exacte, mais pour moi, c'est ça qui a mené à leur deal télé l'année passée à 240 millions pour un deal domestique de droits télé. Puis, l'intérêt pour la Ligue. Puis, j'aime la vision qu'ils ont montrée. Nous, on veut pas être juste la meilleure ligue de soccer féminin au monde. On veut être la meilleure ligue de sport féminin au monde. Puis, on veut être la NFL du sport féminin. Mais c'est louable. Ouais, puis c'est un beau modèle, c'est un bel objectif. Puis souvent, on associe le soccer, moi le premier, on associe le soccer à en Europe, c'est fort, ça reste la crème de la crème. Puis je pense que c'est vrai dans le soccer masculin, jusqu'à preuve du contraire, l'Europe reste l'Europe. Mais dans le soccer féminin, les États-Unis puis le Canada ont toujours eu des grosses équipes sur la scène internationale. Moi, il y a deux affaires là, qui me sautent aux yeux. La première, c'est on aurait dû emprunter 2 millions de dollars, genre hypothéquer nos maisons, puis se parler un peu, puis genre acheter un club il y a 10 ans, 12 ans. Ben quoi que Sacha devait avoir 12 ans, il y a 10 ans, 12 ans. C'est quand même flatteur maintenant, tu me rajeunis, mais... Ouais, OK. Non. mais blague à part, moi, un stade spécifique à ce sport-là, on va se le dire, puis ce n'est pas du bashing pendant tout ce que je fais, mais ça a été quelque chose que les Saputo financent un stade à Montréal pour la MLS. Puis Messi a joué dans ce stade-là, puis tout. Là, tu as un stade pour du soccer féminin. Bravo. Je pense que, mettons, on parle de peut-être l'équivalent d'une... en tout cas, on parle tout le temps de hockey, on fait tout le temps des parallèles avec le hockey dans notre marché pour comprendre les patentes. À quand un aréna spécifique pour la victoire? Je pense que c'est pas demain la veille qu'on va voir ça. Fait moi, honnêtement, je trouve ça génial. Puis effectivement, la prise de valeur dans ces sports-là. Mais c'est beaucoup ça qui donne la valorisation. Tu regardes les Canadiens, ce qu'ils sont en train de bâtir alentour du Centre Bell où ils font de l'argent. Mais aussi, Sacha a mis le doigt dessus, là, un deal télé. Ouais. Ça, c'est du revenu garanti pour toutes les franchisés. Puis après ça, moi, je pense que c'est le star power aussi autour de ça. Tu sais, les Roses de Montréal,
ils ont rentré la notion Ouais. de célébrité. Samuel Piette, Maxime Crépeau, entre ouais, il y en a qui sont allés chercher l'investissement un peu, Isabelle Etier. Ouais. Tu sais, il y a du monde connu à Montréal qui ont pitché de l'argent dans un projet comme celui-là, puis les personnes qui sont derrière aussi, ils ont les reins solides. Tu sais, Mais ça, je pense que t'as pas le choix. Je faisais, Ça la prend blague, ça. je faisais Ouais, la ouais. blague de se financer, mais tu sais, pendant que ton investissement fait des fruits au niveau du capital investi, tu as quand même des frais d'opération Ah non, faut que ça roule. à essuyer. Là. Fait que c'était vraiment une blague, mais semi. Ouais. Ouais. Non, puis je veux dire, il y a quelque chose d'avoir les reins solides, mais quand on regarde le NWSL, les reins extrêmement solides, oui. qui ont crédibilisé beaucoup. Puis tu sais, une citation que j'avais lue, c'était, faut pas voir ça comme c'est du sport féminin ou du soccer féminin, C'est du sport. c'est les meilleurs joueurs de soccer sur la Ouais. planète. Mais ça leur prend une place où jouer, tu sais, les Julia Grosso de ce monde, puis ça leur prend une place où évoluer, puis après ça, c'est pour ça que la SLN, la Super League du Nord, ces filles-là qui vont sortir de ce circuit-là, maintenant, vont débarquer en SLN, vont débarquer dans ces circuits-là aussi en même temps. Ça va être intéressant, mais moi, ce que je me demande tout le temps, c'est est-ce qu'une fois que le deal télé est signé, est-ce que ça fonctionne pour vrai? Puis, je veux pas ouvrir une canne de verre, là, mais des fois, j'ai l'impression... Tu sais, il y a eu l'effet Caitlin Clark, là, le basketball féminin, ça a marché, là. Mais enlève Caitlin Clark de l'équation, là. Ouais. Il y a 5 ans, tu as quand même nommé 2 clubs de la WNBA. Non, c'est un bon point. Cela dit, ça prend des événements comme Ben oui. ça. Puis après ça, une fois qu'il se passe, c'est tout le temps le premier événement, mettons, de l'effet de boule de neige. Ah, c'est ça. Tu sais, je pense que le bon move que la NWSL a fait, c'est la qualité des investisseurs qui ont réussi à attirer dès le départ. Quand tu as des bons investisseurs, ces personnes-là ont des réseaux, mais ils ont aussi des gens qui suivent ce que ces personnes-là font, puis ça vient légitimiser une démarche. Fait que quand tu as des capitaux, puis des capitaux intelligents et structurés derrière un projet comme ça, ça l'aide beaucoup. L'autre point, pour répondre à ta question, j'ai pas toutes les stats, puis ça pourrait être intéressant de l'explorer, mais on en vient vraiment à la conclusion que le sport féminin est rentable. Ou le sera. Tu sais, dépendamment des cas, dépendamment des sports. Mais cet investissement-là, ton retour sur investissement pour les marques en termes de sponsorship en ce moment dépasse celui du sport masculin dans certains cas. Fait que quand on y pense, il y a certainement un intérêt là. Je pense qu'il y a aussi un désir de vouloir contribuer à un projet aussi qui existe à travers les marques, à travers les investisseurs, puis à travers les athlètes. Fait que, tu sais, c'est une bonne question. Est-ce que sur le long terme, la deuxième saison est tout le temps plus tough que la première, right? Hey, mais c'est un bon test pour la c'est ça. PWHL cette année. Ouais. Tu sais, l'an dernier, ils ont rempli le Centre Bell. Là, je sais qu'en janvier, ils s'en vont au Centre Vidéotron. Là, c'est la Place Bell cette année. Tu sais, la Place Bell, le Rocket sont au sommet du classement, puis c'est pas ça le comble à tous les soirs. Le mercredi, c'est tough. Ta Place Bell n'est pas toujours disponible. Le vrai test de la LPHF, c'est vraiment cette année. Là. C'est là où on va mesurer l'intérêt pour vrai. Là. Je suis d'accord. Ouais, non, 100%. Puis, tu sais, quand tu vois Caitlin Clark qui s'investit, qui est dans l'équipe, les investisseurs pour amener une équipe expansion de NWSL à Cincinnati, ça aussi, c'est un bon message. Puis, je trouve que l'ascension de la NWSL, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a attiré l'attention, c'est que je trouve qu'elle se fait plus linéaire un peu. Ouais. Il n'y a pas eu de Ballon. de Caitlin Clark phénomène. phénomène. Je pense que l'engouement de la ligue est plus passé des investisseurs et du ownership group. Chose que la WNBA, c'était moins. Ouais. Les propriétaires de la WNBA où les gens impliqués, on les connaissait moins, c'était moins connu. Puis là, ça allait, tu sais, c'était Leslie Sparks à l'époque qui jouait. Puis, je veux dire, t'en as des joueuses qui ont eu quand même une notoriété, mais là, t'arrives avec Caitlin Clark, wow, tout le monde suit la March Madness, tout le monde suit la WNBA. Parce que la NWSL, j'ai pas les stats, mais la croissance au niveau du télévisuel augmente, la présence dans les matchs augmente, l'expérience de match augmente. Puis ça reste que le soccer féminin à la base est un sport très, très, très populaire. Ben oui. Partout. Très pratiqué. Puis très pratiqué. Fait, non, moi je trouve que ça va bien, puis je trouvais ça le fun d'en parler un peu parce que c'est une ligue qu'on suit un peu moins. Mais c'est tellement différent du soccer féminin et du soccer masculin. Il y a plus d'animosité, c'est plus physique. Moi, je me souviens, en 2013, j'avais été affecté à la couverture des Jeux du Canada à Sherbrooke. Puis dans les sports qu'on m'avait donné, il y avait le soccer féminin, puis j'avais été assommé de la qualité de jeu à ce moment-là. Je trouvais ça plus le fun. On dirait que la mentalité est différente. Tu sais, les gars, on leur a souvent
donner, tu sais, ils se couchent à terre, ils se reçoivent un Ouais. pipi dans les cheveux. Les filles, c'est pas ça, là. Ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment pas ça. Le spectacle est vraiment intéressant. Fait que j'ai hâte de voir l'aventure montréalaise de la SLN, qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va être un beau produit. J'espère que tu sais, l'équipe qui sera mise en place Ouais. va mettre un bon produit de Ouais. l'avant. Puis tu sais, ça va être bien géré. Mais moi, tu sais, en tout cas, nous autres comme médias sportifs aussi, Ouais. tu sais, c'est certain qu'on va vouloir y contribuer et le couvrir. Rapidement, avant de passer au sujet principal, le calendrier de la Formule 1 a annoncé des changements. Monaco va être déplacé dans le calendrier. Ils s'en vont à la place où est le Grand Prix de Montréal présentement, à compter de 2026. Cette année, ça va être encore du 13 au 15 juin pour Montréal. Monaco n'était pas sûr de rester en Formule 1. C'est pas mal eux autres qui décident. Là, c'est la mec de la Formule 1. Ils ont dit on reste 6 ans, Ouais. mais on prend cette date-là. On leur a dit OK, là, on a déplacé Montréal. Puis j'ai eu des discussions avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Puis elle semble très heureuse du nouveau positionnement dans le calendrier en disant il fait chaud de bonne heure. L'été commence plus tôt. De toute façon, des fins de semaine à Montréal où il n'y a pas d'événement, il n'y en a plus beaucoup. Puis c'est pas un événement qu'on peut se permettre de perdre. On va le devancer un peu, mais ce qu'on m'a aussi dit, c'est que Stefano Domenicali de la Formule 1 a tenu à rencontrer le gouvernement pour s'assurer des intentions du gouvernement en allant de l'avant, parce que le contrat va jusqu'en 2031, de garder sa droite. Parce que dans les dernières années, on a eu des problèmes. Puis là, on veut s'assurer, qu'en le déplaçant dans le calendrier, que le show soit encore là. Je pense que c'est juste positif. Ça arrive plus tôt dans le calendrier. Écoute, là, vous parlez à un gros fan de Formule 1, Ouais. là, fait que si je parle trop longtemps, vous pouvez m'interrompre. T'sais, moi, je pense que la première des choses, c'est qu'on a des gros changements qui sont passés au Grand Prix du Canada dernièrement. Ouais. L'organisation est dans une genre de refonte, en fait. Si tu Dumontier veux. est parti. Puis tu sais, en ce moment, on a engagé beaucoup de monde. Bell, qui est aussi propriétaire de Octane, offre un support beaucoup plus soutenu. Je pense qu'il faut faire attention aussi, c'était pas tous les problèmes Non. du Grand Prix. Il y avait beaucoup de Non. problèmes, tu sais, des inondations dans les paddocks. Le Grand Prix du Canada ne sont pas propriétaires des paddocks. La STM qui décide, tu sais, de fermer des métros, qu'on annonce la ferme, que les qualifications ou la pratique, je pense, n'a pas lieu à un certain moment. Il y a eu une espèce de perfect storm. Donc, cela étant dit, c'est certainement pas des représailles, mettons. Non, par absolument rapport pas. à... C'est Monaco, là. Ouais. Mais après ça, il y a aussi la Formule 1 qui ont des désirs d'être plus écologiques. Parce que tu as quand même des chars qui tournent en rond pendant 3 jours. Moins de déplacement. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais on commençait avec des grands prix en Asie, aussi au Moyen-Orient, puis tout ça. Australie aussi, pour aller en Europe, pour venir en Amérique avec Miami, pour retourner en Europe, pour revenir après ça. En tout cas, fait que, je pense que ça, de limiter les déplacements, c'est un objectif louable de la F1. Puis je pense que ça s'inscrit là-dedans. Après ça, ton commentaire. Moi, honnêtement, si le Grand Prix peut arriver plus tôt, moi, je suis juste excité. Je suis un gros fan de la F1, je trouve ça cool. Peut-être que la température va être un petit peu moins clémente. Ils ont roulé à Vegas fin novembre, puis c'était pas chaud le soir non c'est plus. On a passé du temps à Vegas, là, toi et moi, pendant un moment dans notre vie. Puis c'est ça. La température n'est pas parfaite là, au mois de novembre. Il fait frais de la nuit. On l'a devancé dans le calendrier, puis après ça, c'est aux commerçants, c'est à la Ville de Montréal à se préparer d'avance à ça. À le faire comme il faut. Là, je pense que tout le monde a à apprendre des grands prix à venir. Puis, il reste encore un an de 13 au 15 juin. Après ça, en 2026, ça va commencer le nouveau contrat jusqu'en 2031. Là, tu pourras pas dire que tu le savais pas. Non. Puis là, l'été commence plus tôt? Ah oui! Moi, je trouve... Honnêtement, moi, je suis moins fan de F1 que toi, Alex. Je suis ça très, très... de façon casual. Je serais curieux de voir... À première vue, je trouve ça le fun. Le mois de mai, je trouve que c'est un beau mois, c'est un beau temps de l'année. Je serais curieux de prendre le pouls des commerçants. Je serais curieux de savoir dans leur timing, de eux, dans leurs entreprises, est-ce que le mois de juin était plus stratégique? On parle beaucoup des restos, des bars. Est-ce qu'il y avait des hôtels? Est-ce que dans leur cycle de consommation, de tourisme et autres? Moi, à première vue, je trouve ça le fun de le devancer un peu, juste parce que l'été à Montréal, il y a quand même beaucoup d'événements, beaucoup de festivals. Il y a beaucoup d'événements d'envergure. Fait que, veux pas, la F1 arrivait au mois de juin, puis là, ça se collait. D'avoir quelque chose au mois de mai qui donne un gros boost, puis qui ensuite va reprendre pendant l'été.
Honnêtement, je pense que si tu donnais le choix au commerçant, dis ta carte blanche, tu peux choisir la date que tu veux. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont dire non, je serais pas surpris que le mois de mai aurait été même préférable. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que 2026 va être une année super importante. Il va y avoir les championnats du monde de vélo UCI à Montréal aussi en septembre. Les Grands Prix cyclistes de Québec-Montréal, c'est encore en 2025. Ouais. On travaille au gouvernement du Québec suite à la présence de la Coupe des présidents, une présentation d'un tournoi de la LPGA à venir en 2026. Fait qu'on est en train d'essayer de pacter le calendrier en sachant qu'on va devancer la Formule 1 aussi. Fait que, tu sais, l'été... Puis la job pour les commerçants, pour en avoir parlé à plusieurs, tu sais, j'anime un événement sur Crescent depuis des années, puis l'Association des gens d'affaires de Crescent, eux, ce qu'ils disent, la date, on s'en sac. Ouais. On veut juste que ça marche. Ah, puis peut-être aussi, tu sais, je sais pas, là. En juin, tu fais peut-être plus de cash que fin mai avec tes terrasses. Mettons sans événement, fait que peut-être d'avoir l'événement devancé, c'est peut-être un positif. Moi, je pense que dans tout changement comme ça, il y a de l'opportunité. Il y a de l'opportunité de se renouveler, il y a l'opportunité d'avoir la conversation avec la Ville de Montréal pour que des conneries comme l'année passée ne se repassent pas au niveau des fermetures de terrasses. Ça nous donne une chance de jaser. La Formule 1 vit une croissance exponentielle en ce moment. Et puis, je suis forcé d'admettre qu'on n'avait pas tant évolué, nous, notre Grand Prix. Mm-hmm. Puis je pense que prenons cette occasion-là, les challenges de l'année passée pour s'améliorer, pour être meilleur, apprendre. Une nouvelle date, c'est quoi? Nouvelle date, nouvelle opportunité. Puis poussons, puis continuons. C'est quand même l'événement qui donne le plus de retombées économiques au pays. Oui, assurément. Fait que, tu peux pas passer à côté. C'est ça. Absolument pas. Sujet principal, on en a parlé beaucoup, mais cette nouvelle réglementation-là qui a changé la vie de beaucoup de directeurs de programmes sportifs NCAA, de beaucoup de directeurs généraux de formation de la Ligue de hockey junior maritime Québec, de la CHL au grand complet. Mais là, les joueurs juniors canadiens sont admissibles à traverser l'autre côté. La même chose est aussi vraie maintenant des deux bords. C'est fou ce que c'est en train de faire. C'est fou comment la job vient de prendre un autre niveau pour des directeurs généraux. Ça fait quelques semaines, puis on voit déjà des joueurs recevoir des offres. C'est quoi le constat que tu en fais, Sacha, après quelques semaines dans ce nouveau format-là? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut parler de ce qui se passe dans la NCAA parce que ce qu'on a parlé de la nouvelle réglementation pour la NCAA Division 1. Puis je précise, parce que c'est important. La Division 1, mais il y a aussi d'autres changements de règlement, puis j'en parlerai un peu plus tard, qui vont impacter le hockey NCAA D1. Peut-être pas positivement. Okay? Mais ce qu'on remarque, c'est que à un jeune âge, on a déjà parlé, tu n'as plus à faire le choix. Si tu vises, si tu as un niveau de NCAA D1, parce que si tu hésites entre le D1 et le D3, il faut que tu y passes 2 fois. Parce que, tu sais, si tu pars Ligue de hockey junior maritime, ou CHL en général, puis que t'es peut-être D1, mais t'es peut-être D3. Parce qu'il n'y a pas de D2. D2, il y a quelques équipes, mais c'est comme 4 équipes. On va les mettre de côté pour l'instant. Fait qu'il y a juste D1 puis D3. Donc, si t'es pas sûr d'aller CHL, c'est quand même un risque. En ce moment, en date d'aujourd'hui. Parce que le changement de règlement permet aux joueurs des ligues juniors canadiennes de partir NCAA D1, mais pas pour le D3. Fait que ça, c'est quand même le premier point. Okay. Fait que ce qu'on voit, c'est beaucoup de joueurs, justement, la BCHL ou la USHL. Qui étaient des ligues dont tu ne perdais pas l'éligibilité pour retourner dans la NCAA en Division 1. Exactement. Des joueurs qui allaient là pour préserver leur éligibilité. Moi, je vais aller maintenant jouer CHL. Fait que tu vas voir une rentrée de talent impressionnante. Oui, parce que ça reste la meilleure ligue junior. La meilleure ligue de développement au monde, right? Oui. La CHL, je veux dire. La CHL, très bien reconnue. Oui, c'est ça. Il y a des joueurs européens qui viennent jouer là. C'est ce qui s'approche le plus du pro, en fait, en termes de calendrier, en termes de... Moi, je comprends ce que tu veux dire, L'autre impact que je suis avec un entraîneur d'un prep school aux États-Unis en fait de semaine qui a coaché NCAA longtemps, qui m'a amené un super point auquel je n'avais même pas pensé. Il dit, au Québec, vous allez voir à quel point il va avoir du gros talent qui va venir de la zone américaine qui est visée par le territoire Ligue junior Québec maritime. Il pouvait pas, il pouvait, mais il voulait pas y aller parce qu'il préférait aller NCAA. Fait qu'il voulait pas aller au jour qui est dans Q. Là, tout d'un coup, des joueurs du Connecticut, Massachusetts, je connais pas toute la délimitation. Le nord-est des États-Unis, Vermont, Maine, c'est le plus fort bassin de jeunes hockeyeurs. Ce nord-est-là,
Minnesota. Là, tout d'un coup, Ouais, je pense que tu vas voir beaucoup de joueurs de. Puis ça, c'est évidemment, il faut voir comment la Ligue de hockey junior maritime du Québec, la LGMQ, va traiter tout ça, mais je pense qu'il y a une grosse opportunité pour eux aussi d'améliorer, d'augmenter le bassin de joueurs en allant chercher ces joueurs-là qui, auparavant, ne regardaient même pas cette ligue-là. C'était même pas une option pour eux de la regarder parce qu'il y avait tellement un focus NCAA. Puis que tu pouvais pas. Que ça soit. C'est pas vis-à-vis de Québec, c'est ça ça. aurait pu être OHL, WHL. La réalité, c'est que c'était un enjeu de préserver ton éligibilité. Puis avec le succès que. Tu sais, le programme de US National Development Program, parce que je Qui pense joue en à anglais, la là. USHL. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait qu'auparavant, tu jouais dans le US National Development Program. Programme de développement Le américain. programme de développement. Excusez, je sais pas. Oui, Programme de développement américain, américain. ouais. Tu jouais USHL. Puis à chaque année, on écoute le draft NHL. Tu entends toujours parler de joueurs qui sont repêchés de ces équipes-là. Ouais. On l'entend tout le temps, là. Ouais. Donc, ces joueurs-là qui étaient assez bons, mais on va les jouer là, puis on va jouer USHL, on va aller universitaire après. Mais là, tout d'un coup, ça va peut-être... En fait, ça va sûrement être... Ben, on va aller jouer CHL, donc nous, c'est le Québec, puis on va aller jouer là. Puis après ça, on va faire le saut universitaire. Mais la vraie question, c'est quand vas-tu pouvoir faire le saut universitaire? Et ça, c'est le point. Ah, c'est ça. Parce que moi, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, puis j'ai pas l'information exacte, mais je le mentionne parce qu'au pire, quelqu'un me corrigera si je me trompe, c'est que les équipes, quand un joueur est repêché dans la Ligue nationale de hockey, qui joue, exemple, que ce soit dans la OHL, on va prendre l'exemple dans Q, il joue pour les Cataractes de Shawinigan. Ouais. Il est repêché, donc juin 2025 s'en vient, il a 18 ans, il vient de jouer un an dans Q. Ouais. Il est repêché 4e ronde par les Blues. Ouais. Il joue 2 autres années dans Q. Pendant ces 2 années-là, les Blues, ils payent une somme assez importante aux Cataractes Pour le... comme un frais de développement. Parce que les droits nous appartiennent, vous le développez. Là, je fais un petit aparté. Présentement, la moyenne d'âge d'une recrue NCAA au hockey universitaire, c'est 20 ans. Ouais. C'est plus vieux. Avec le nouveau règlement, est-ce que cette moyenne d'âge-là va baisser? Potentiellement. Peut-être. Ouais. Potentiellement, parce que tu vas aller chercher des kids à 18, 19 qui jouent dans le CHL pour aller venir jouer universitaire parce qu'ils ont le talent. Donc, si prends le même exemple du jeune qui joue à Shawinigan, repêché 4e ronde par les Blues, il a 18. À l'automne, il décide d'aller jouer à Boston University. Ben, est-ce que les Cataractes reçoivent la même somme? Parce qu'il est plus Ouais, Parce qu'il sera plus là. Ouais. Et là, comment ça va impacter la logistique de protection que la Q va se donner ou la OHL, la WHL là-dedans? Qu'est-ce qui est reconnu comme étant ton alma mater? Parce que, puis excuse-moi, là, je ne veux pas te couper dans ton envolée, mais moi ce qui avait retenu mon attention, c'était dans la déclaration qui avait été faite par la Ligue de hockey junior maritime Québec, je vais l'avoir maintenant, puis et la CHL, mais je pense que c'était M. Cicchini qui avait signé cette citation-là. Il mentionne que c'est une bonne opportunité, qu'il accueille ça à bras ouverts, mais le bout que moi j'ai retenu, c'est qu'il dit ils sont contents, là je paraphrase en passant, là, mais ils sont contents que les athlètes auront l'opportunité de se rendre aux États-Unis dans la NCAA et jouer Division 1 après leur carrière junior, après leur contrat junior. Eux, ils le voient comme ça. Fait que eux, tu sais, techniquement, ton contrat junior, il se finit à la fin de ton éligibilité junior, à moins que tu sois promu au rang professionnel. Fait que là, ont-ils l'intention de retenir les joueurs aussi? Voyons s'il va y avoir des clauses échappatoires. Parce qu'exemple, dans le junior A qu'on appelle. Ou des contrats de 2 ans arrive. dans le junior, mettons. Le junior A. Le junior qu'on est éligible. Fait que t'as différents niveaux. Mettons BCHL, USHL, c'est le meilleur niveau. Mais t'as des ligues qu'on va considérer peut-être de second tier, du 2e tiers. Ouais. Ben, dans ces contrats-là, c'est prévu que tu peux résilier ton contrat pour aller à une ligue supérieure. Ouais. Puis là, je suis pas en train de dire que la NCAA, c'est une ligue supérieure à la CHL. Mais est-ce qu'ultimement, il va avoir une clause échappatoire prévue pour permettre aux joueurs d'aller universitaire s'ils veulent ou pas? Parce que s'il n'y en aura pas, tu vas peut-être avoir le même problème de devoir faire un choix à un jeune âge. Mais ça revient au même. Ça revient peut-être au même. Ça revient peut-être au même. Mais là, ce qui va... Puis on en a déjà parlé, mais ce qui va tout changer, c'est
le genre d'environnement duquel tu proviens et ce que tu prévois pour toi dans le futur. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui arrivent dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, sachant très bien que Ça va pas dans le show. ils s'en iront pas dans le Ouais, show. ouais. Fait qu'eux, s'ils ont la chance d'aller aux États-Unis, d'avoir une éducation d'université américaine, Expérience de Purdue, vie Cornell, incroyable. peu importe, ils vont choisir ça. Puis c'est plus eux qui sont à risque de quitter, je pense, que le kid qui sait que s'il débarque à Bécomo dans un environnement où, c'est pas grave, il va aller au cégep de Bécomo, c'est pas grave, il va jouer dans le show. Il va jouer au hockey professionnel. Ils vont être plus faciles à garder ceux-là que le third liner qui arrive dans le hockey junior, qui le sait. Puis s'il est bien entouré, là, il sait que le top qu'il va peut-être faire au Québec, c'est la nord-américaine. Lui, on va peut-être pouvoir le perdre. Vas-y. J'allais juste dire, c'est nous, quand on en a parlé originalement, c'est nous, je pense qu'on s'est tous imaginé la même chose. Tu commences junior, Ouais. tu te développes dans une ligue où tu as beaucoup de visibilité, comme tu as dit, le calendrier, les Ouais. rudiments, tout Ouais. ça, le voyagement, ça ressemble à la Ligue nationale. C'est une ligue qui plaît beaucoup aux recruteurs. Tu commences là, tu fais ce que tu as à faire, 20 tu ans, regardes où ta 19. carrière s'en va, puis une fois que soit tu sais que ça ira pas pro, ou peut-être même quand tu le sais, mais que tu veux avoir Ouais. une éducation, tu fais ta décision, tu t'en vas. Là, on dirait que la position qui semble vouloir être prise par la Ligue canadienne de hockey, c'est une position relativement ferme. Là. Puis là, on lit entre les lignes, ou à la fin Ouais. de la ligne même. Mais si eux autres, ils ont comme le goût de finalement limiter ça avec l'âge, ou limiter le choix. Ouais. En fait, on va peut-être se retrouver dans une situation... Nous, on s'imaginait tous, ben regarde, le jeune talent va venir de New Ouais. England Ouais. ou des États limitrophes avec le Canada. Fait qu'on va avoir tous les meilleurs jeunes joueurs dans le hockey junior. Puis après ça, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Moi, je trouvais que c'était un beau paysage. Ouais. Tu sais, que le junior majeur devienne une ligue vraiment de développement. Les jeunes joueurs viennent jouer ici, sont débiles. Tu sais, moi, j'ai un malaise. Pas un malaise. Des fois, j'ai de la misère à concevoir ou à accepter qu'il y a des kids de 16 ans, c'est quand même rare, Ouais. là, mais des kids de 16 ans qui jouent avec des gars de 20 ans. Ouais. Tu sais, C'est vrai. à cet Ouais. âge-là, là, tu sais, il y a une grosse différence. Ben Fait que oui. je trouvais que l'espèce de stage junior devenait vraiment comme cool. Il n'y avait plus de chance que Macklin Celebrini, mettons, ne vienne Ouais. pas dans le CHL, Ouais. ou des gros noms de même, on les manquera pas. Parce que je trouvais ça intéressant, mais là, le hockey junior, je sais pas la décision qu'ils vont prendre. Moi, je sais pas. Puis, tu sais, ton point de ce profil-là de troisième, et c'est exactement ça. Puis, ça m'amène à l'autre point. On en a parlé tantôt. T'es pas éligible pour D3 en ce moment. C'est ça. Fait que Ouais. c'est NCA D1. Puis, c'est un gros point. Puis, t'as presque 60 universités. Il y en a une la semaine passée qui a lâché. Qui a débarqué du D1. American International University. Bon, problème financier à la limite. Mais ce qui s'en vient en ce moment, il y a eu. Puis là, on peut en parler pendant des heures, mais il y a eu tellement de poursuites judiciaires aux États-Unis dans tout ce qui entoure le name, image and likeness. Tout Ouais, ce qui est le le Ce qu'on appelle NIL. le NIL. NIL. Ouais. Et ça a amené beaucoup, beaucoup de recours qui dépassent même une grande compréhension de plusieurs personnes dans la loi américaine. Mais la finalité, un des changements de règlement qu'on parle peu, c'est que présentement, ce qui va se passer, les universités devront s'adapter à un nouveau modèle. Le modèle étant, il va avoir une limite sur le nombre de joueurs par équipe par sport. Donc, je vais prendre un exemple du foot. Dans le foot, FBS, donc les gros programmes comme Ouais. Texas ou les gros... Chaque fois que tu donnes un scholarship à un joueur, Ouais. fallait que ça soit un full scholarship. Donc, tu payes payes tout. ses études au complet Dès que tu pendant la donnes une durée bourse, de son stage tu payes toute la universitaire, bourse. Tu payes tout. Bon. Fait que, admettons que tu donnes 85 bourses. Ben, tu peux avoir 120 joueurs sur l'équipe. Fait que les 35 autres, ben, tu peux avoir le nombre de joueurs que tu veux en fait. Mais Des mettons que walk-on t'as qu'on 100. appelle. C'est ça, on appelle Des des étudiants walk-on. qui s'inscrivent puis qui vont au Ouais. camp d'entraînement. Les 35 qui payent le plein prix, Ils compensent. ils compensent La un peu facture, pour ouais. l'investissement que tu fais pour l'investissement C'est sûr. en Bon, il y en a qui ont des bourses académiques là-dedans. Je ne rentrerai pas dans chaque détail, mais bon. Mais là, ce qui va s'en venir, chaque sport va voir son alignement maximum à être réglementé. C'est sûr. Le foot, le règlement qui est en vigueur, les équipes devront décider s'ils opt-in ou pas. Dans le modèle où est-ce que je pense qu'on réduit de 23 places les nombres des places sur l'équipe de foot. Mais chaque joueur sur l'équipe de foot devient un scholarship.
Donc, doit obligatoirement Ouais. devient une dépense à 100%. Fait que t'as plus de joueurs qui financent les autres. Fait que ça crée un revenu de plus à aller chercher. Puis là, en ce moment, au hockey... Ben, c'est ça. Ouais. Là, au hockey, c'est pas un sport comme le foot où c'est un scholarship par joueur. Mais en moyenne, les places dans l'équipe de hockey, mettons, j'ai regardé, dans l'article, c'était super bien, t'avais à peu près 28 joueurs par équipe en moyenne hockey masculin division 1. Ligue nationale, c'est 23 joueurs. C'est 23 joueurs. Ouais, c'est 23 ça. Ok. joueurs. Sauf que tu pouvais octroyer les scholarships comme tu voulais. Fait qu'à mettons qu'une école dit j'ai 18 scholarships moi octroyés, soit que tu donnes 18 bourse complète à 18 joueurs, Puis 10 autres qui payent. 10 autres qui payent plein prix, ou tu répartis les 18 selon... Oui, t'as la somme globale. Ouais. Même, c'est ça. Mais là, avec le nouveau règlement, c'est que non seulement ils vont réduire les places, fait que je pense qu'au hockey, ça va être rendu 26, mais en plus, ils vont amener que pour ces 26-là, tu vas avoir droit à 26 scholarships. Fait qu'il va y avoir moins de place en division D1, mais un bassin plus grand de joueurs Wow. éligibles. Fait qu'il va avoir moins... Les écoles vont leur coûter plus cher. Parce que pour rivaliser dans le D1, il va falloir que tu compétitionnes en C'est scholarship sûr. que les autres donnent. C'est ça, fait que là, moi où que ça m'amène, c'est que, ça va peut-être réduire en fait, nécessairement, ça va réduire le nombre de places. Tu sais, si tu dis qu'il y a 60 écoles, puis Ouais. t'enlèves 2 joueurs par école, c'est quand même Ouais, tu 120 t'enlèves, joueurs. c'est Ah oui, ça. oui. Après ça, les coûts vont venir un petit peu plus prohibitifs de runner un programme de 1 au hockey. Fait qu'il y en a peut-être Il y en a qui vont débarquer. Il y en a qui vont débarquer parce sûr. que c'est toi qui m'expliquais ça. Tu connais évidemment le paysage universitaire beaucoup plus, mais c'est pas toutes des Boston University. là. Non. C'est pas toutes des gros programmes. là. Non, non, non. Parce qu'au hockey, c'est particulier. Une université peut être une université qui est dans une division 3, mais il joue dans un niveau division 1 au hockey. Parce qu'à l'époque, là, on recule, tu avais une fenêtre que tu pouvais entrer dans le D1. Fait qu'exemple, prenez St. Lawrence Je sais même pas ou Union College. Ouais. C'est des universités qui sont D1 au hockey, mais c'est pas des universités dans leur sport qui sont D1. Dans le sport, les autres sports, maintenant. Ouais. Ouais. OK. Mais non, t'es pas supposé. À Dancy, c'est pas ça la norme. T'es D1 partout, t'es D2 partout, t'es D3 partout. Le hockey avait ouvert cette porte-là il y a plusieurs années, puis il y a des universités qui étaient embarquées là-dedans. Mais là, c'est parce que ces écoles-là n'ont pas les. On pense au Ohio State, on pense au Texas, ils ont du cash, eux autres, mais il y en a beaucoup des programmes qui n'ont pas les ressources financières comme ça. Fait que la crainte que moi j'ai, c'est qu'il y en a des universités qui vont débarquer du D1. Fait que déjà, quand on se parlait l'autre fois, on disait il y a juste 60 programmes D1. Ça se peut que dans quelques mois, ou dans un an, on en parle, peut-être c'est rendu 50. Et ceux qui restent, ils ont moins de place pour des joueurs. Exact. Puis ça leur coûte plus cher les Et autres. là, hein. c'est tout ça, c'est important à comprendre pour les gens qui suivent ça. C'est l'impact. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais l'impact de ces changements de règlement-là va avoir un effet énorme. Moi, j'avais entrevu que, avec cette opportunité-là du junior majeur, il va y avoir plus de programmes de hockey qui vont se créer. Mais peut-être pas s'il faut que tu finances 26 spots avec des bourses. Avec des full Il y en rides. a qui vont Ouais. dire, ben non, moi, j'ai pas l'argent pour mettre ça là-dedans. Puis là, ce qui reste à voir, c'est si le hockey canadien va ouvrir des franchises au bord de la frontière aux États-Unis, puis si on n'est pas capable justement d'avoir, mettons, dans la Q, 4 clubs dans le nord des États-Unis, dans la OHL, 3 clubs dans le nord des États-Unis, le paysage va changer grandement dans le hockey junior. Moi, ce qui me donne l'impression que j'ai potentiellement à voir, c'est que peut-être que le hockey NCAA Division 1, au lieu d'être le next step, va devenir peut-être un concurrent fort parce que si tu as moins d'équipes, Ouais. tout d'un coup, tu te Le dis, niveau augmente aussi. regarde, Ouais. moi, j'ai le nombre de spots là. Puis on a le transfer port. Les gens peuvent transférer, peuvent changer. Il y a beaucoup de choses qui sont impactées par ça. Puis ça, c'est tous les sports. Hein. On parle du golf. Oh, oui, Le hein, golf non. aussi, c'est un sport qu'on appelle non-revenue. Ça n'apporte pas de revenus. C'est pas un sport où tu as plein d'estrades et tout. Mais eux autres ici, là, il y avait comme des équipes à 12-13 golfeurs, dont 4 qui payaient Ouais. plein prix. Là, ça va être réduit comme à 8-9. Puis il faut qu'ils payent les Ça va scholarships. changer. Ça va changer tellement de choses pour les universités. Il y en a qui vont débarquer Ouais, du D1, intéressant. assurément. Sache, merci beaucoup. Je sais qu'il faut que tu te sauves. Ben oui. Agenda oblige. Ben voilà. Fait que Eh oui. Sage va faire le quiz tout seul. Super. boy. Oh. Le montage, il faut qu'il soit bon. Sage, là. fais-nous honneur. Alex, il me Fais-nous sauve honneur. souvent. Là, Fais-nous il- honneur. Fais-nous honneur. Passe-y ta tuque, puis change de place. Alright, merci les Hey, boys. merci, Alex. Merci, Ciao. Alex. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. C'est plate, tu vas y répondre tout seul, mais il est relativement simple, Ah non, je te mais dis-moi dirais, pas ça, pas de la pression de même. cette semaine. Es-tu capable de me donner 3 des 5 sports les plus pratiqués dans le monde?
Puis quand je dis pratiquer, ça peut être récréativement, Ouais. ça peut être professionnellement, mais genre des gens qui le font. Numéro 1, il n'y a pas de... Ben, soccer. C'est soccer. Ouais. Numéro 1. On parle de 3,5 milliards de personnes sur la planète qui pratiquent le soccer. Est-ce qu'on inclut comme la course à pied là-dedans? Non. La course à pied est là, course à pied, 5e. OK. La course à pied est 5e dans les sports les plus pratiqués. Ok. Je te donne un indice tout de suite. Le hockey n'est pas là. Ouais. Le hockey n'est pas là. Nous autres, on capote avec ça, mais le hockey n'est pas là. Il y en a 2 de surprenants. Il y Le en a un qui n'est pas cyclisme? vrai. Cyclisme n'est pas... Non, le j'avoue, le vélo. cyclisme est numéro 9. Cyclisme numéro 9. Je vais aller champ gauche, OK? OK, Mais vas-y. il est peut-être pas si fou que ça. Le cricket. 2e. 2e. Ouais. Le cricket est 2e. On dit qu'à cause du UK, de l'Asie, de l'Australie et de l'Afrique, ce sport-là arrive tout juste en arrière du soccer à 2,5 milliards de Ouais. personnes qui pratiquent le Puis l'Inde, cricket. j'imagine. Là, je veux dire, Oui, ben l'Asie, ouais, c'est ça. Oh, oui, OK. Fait que là, on en a 3 sur 5. Ouais, t'as le soccer, le cricket, il te manque 3 et 4. Je vais y aller avec le baseball. Le baseball est 7e. OK. Basket? Basket est 3e. OK. Et il y a 450 millions de personnes qui jouent, parce que là, ça chute drastiquement après Ouais. ça, là, qui jouent au basketball. En Chine, ça a l'air que c'est un immense marché Ah, ouais. pour le basketball. C'est en train d'exploser là-bas, puis évidemment aux États-Unis aussi. Natation? Non, natation est dans le top 10, c'est numéro 8, je OK. pense. Fait que C'est un là- sport d'équipe, OK. c'est un sport olympique. Puis c'est un sport, je vais donner un dernier indice, où en Europe, tu peux gagner ta vie avec ça. OK. Attends là. En Europe, tu peux gagner ta vie avec ça. Pas C'est un ici. Si sport tu joues d'équipe. pro ici, avec ça, tu rien à faire. Hey. OK, mais le handball? Non. OK. Non, t'es pas loin, par exemple. OK. En Europe. Il y a des joueurs qui se sont exilés. Un joueur de Sherbrooke, Nicolas Hogg, qui a quitté pour jouer pro de l'autre côté de l'océan. Je vais m'en vouloir de pas le savoir. Mettons que nous, des fois, on aime beaucoup la version plage de ce sport-là. Ah, ben oui. Ben oui, le volleyball. Le volleyball. OK. Ben oui. Le volleyball, c'est le 4e sport le plus pratiqué dans le monde. On dit que juste devant la course, pour la facilité et pour la Ah oui. présence de terrain de volleyball partout, il y a des millions et des millions de personnes qui pratiquent le Ouais. volleyball chaque jour. C'est fou. Le baseball n'est même pas dans le top 5. Le hockey... Ben, j'avais pensé peut-être baseball là, parce qu'il y a beaucoup de gens de ben oui, pays Cubains, c'est Dominicains, ça. pays Caraïbes, L'Amérique ouais, centrale, l'Amérique du latine, Sud, l'Amérique latine, là, je veux dire, ils jouent beaucoup. Ouais, mais... absolument. Puis au Japon, Ouais. puis en tout cas, tu sais, mais. Hockey, non. Hockey, Non. hockey d'oublie ça. C'est Nous, cher on- aussi, le hockey n'est pas accessible pour tout Ah le non, monde. c'est là, ça. tu sais, je veux Le dire. ski, même chose. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui skie en Europe, Ouais. là, mais les coûts font en sorte que ça Ouais. te garde loin de ça. Mais Fait que c'est soccer, fou, ça. cricket, basketball, volleyball, course, merci Ouais. d'avoir joué avec nous autres. Sacha, Ouais. un grand merci. Yes, merci Max. Merci Alex, t'étais Yes, très yes, bon. yes, il Nous, était super. on se retrouve, merci à Super. Jacob aussi à la réalisation. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode des compteurs sur la commission athlétique. Salut tout le monde. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani.